Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, quel plaisir de vous retrouver le jeudi soir pour But Football Club, votre émission préférée. Vous le savez, les gens nous arrêtent dans la rue désormais. Avec le soleil, le beau temps, on nous identifie comme ça à la voix, on dit But Football Club le jeudi, c'est formidable. Surtout quand Jimmy Algerino est là. Et ça tombe bien, Jimmy Algerino est là. Bonsoir monsieur Algerino. Bonsoir les Parisiens, bonsoir tout le monde. Voilà, Jimmy Algerino qui est à distance, comme parfois, et qui est toujours dans des lieux très hétéroclites. Vous pouvez le voir sur sudradio.fr, puisque cette émission est filmée. Ce qui explique d'ailleurs que nos autres invités se sont mis sur leur 31. Norbert Saada, bonsoir. Bonsoir, mais il est où là, Jimmy ? Il est à Toulouse, Jimmy Algerino, et il a posté derrière lui les chaussures de son enfance, parce que c'est les chaussures que l'on peut voir derrière vous, mon cher Jimmy, c'est pointure 33 au moins, à moins que ce soit vos chaussures du PSG. Non, 31, c'est Toulouse. Jean-François Pérez, bonsoir. Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. C'est ma dernière paire de chaussures avec laquelle j'ai joué la finale de Coupe de France contre le PSG au Stade de France. Avec Châteauroux alors. Avec Châteauroux, voilà, que c'est la seule chose que j'ai gardée de souvenir de ma carrière. Ça fait bien plaisir de vous avoir en tout cas mon cher Jimmy, et de vous voir, de vous entendre, tout comme Jean-François Pérez, à Norbert Saada, le producteur des stars. Je salue Jérôme Papin. Alors là, on a sorti les vieux dossiers, vous voyez, c'est-à-dire les copains, les amis qui sont là. Jérôme Papin, le directeur de la rédaction d'Agora Manager, les gars. Je peux vous dire, puis alors un connaisseur de sport, de foot et de rugby. Mais je tiens quand même. Bonsoir mon cher Jérôme. Bonsoir. Ah voilà, on voulait entendre votre voix. Une petite phrase, peut-être une formule, un slogan comme vous en avez l'habitude ? Juste, vous voulez juste savoir une chose ? Oui, dites-nous. Jimmy, t'as pas oublié la ville rose ? C'est celle du rugby, pas du football. Voilà, Claude Nougaro sort de ce corps. Jean-François Pérez, je tiens à le dire, Jean-François Pérez, le chef des sports du JDD, du journal du dimanche. Et moi, c'est ma Madeleine de Proust, Norbert Saada. Je vous le dis, je lis le JDD, les pages sport du JDD tout le dimanche. Je suis impatient. Parfois même, je l'appelle pour savoir quel thème il va traiter. Et je me délecte notamment... Je lis tout le journal, excusez-moi. Non, mais je lis tout le journal. Mais je m'arrête principalement sur les pages sport et les grands entretiens signés Jean-François Pérez. Vous pouvez pas dire, Jean-François, dimanche, qui sera votre invité dans les colonnes du JDD ? Il y en aura plusieurs. Vous pouvez nous en dire un peu plus ou pas ? On va découvrir une pépite du rugby français qui va bientôt jouer la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Je m'adresse à Jérôme parce que je sais qu'il adore ça, exactement. C'est Toulousain. Exact. Et ça va être la future star du rugby français. Mais ce qui est étonnant, au-delà de tout ça, c'est qu'il est pilier, en fait, ce jeune garçon. Incroyable. Et il y a du foot un peu ou bien pas ? Bien sûr, il y aura du foot. On va refaire. Alors, vous voulez que je donne le sommaire comme ça, un jeudi soir, comme ça, hop, c'est parti, quoi. D'accord. Allez-y. Si ça ne pose pas de problème pour la concurrence, moi je veux bien. Allez-y. Ça ira. Allez-y. Vous écrivez tellement bien que de toute manière, vous écrivez la. Vous écrasez la concurrence. Vous écrasez la concurrence. Les derniers chiffres de vente du JDD sont bons. Bon, très donc bien. Ça c'est une bonne nouvelle. Que va-t-on lire dans les pages de sport du JDD dimanche ? On va égrener avec Alain Roche qui a remporté la Coupe des Coupes avec le Paris Saint-Germain il y a une trentaine d'années. On va égrener avec lui les 12 mois qui s'annoncent pour le PSG et tous les rendez-vous que le PSG doit honorer. Je crois savoir qu'on a un thème autour du club parisien ce soir. Donc on est un peu dans ce thème. Ça va être dur, hein. Et puis on va un peu lever le voile sur à la fois la profession mais aussi l'état d'esprit des agents, des vrais agents de foot. Pas les fripouilles, les vrais, parce qu'il y a des vrais agents, des pros, des mecs bien. Et en ce moment, ces gens-là, et à la fois, ils sentent un peu le vent tourner, avec un foot français qui est en crise, parce que les droits télé, quand même, sont en chute libre, et en même temps, obligés de trouver des solutions pour que l'écosystème du foot puisse encore survivre. Donc, ça sera les deux gros dossiers foot cette semaine. Et puis, on aura une belle interview aussi avec le président de la Fédération française de cyclisme, à quelques jours du départ du Tour de France, qui va nous dire que l'économie du cyclisme est assez délicate en ce moment. Comment y remédier ? Dimanche matin, vers 10h, 10h30, si vous voulez savoir où je suis, je serai en terrasse avec un petit café et le JDD en main. Parce que moi, je lis encore le JDD. Merci pour votre fidélité. Alors moi, je te dis tout de suite, je le lis à minuit. Pourquoi à minuit ? Parce qu'il est sur je suis abonné. Vous l'avez dit. Oui, mais parce que vous êtes moderne, vous, Norbert. Pas moderne, vous êtes digital. J'ai mis du temps pour pas l'avoir en papier. Vous êtes digital, oui, mais moi je suis resté à l'ancien temps. Alors pas pour les autres journaux, mais pour le JDD, parce que j'aime bien cette matière. Le format du JDD, j'ai l'impression d'être riche quand j'ai le JDD en main, vous voyez. Non, moi je préfère le papier. Malheureusement, le dimanche matin, c'est impossible. Je peux pas rater Téléfoot à 11h. Donc à quelle heure je vais sortir ? À 8h du matin pour le chercher ? Ouais, vous avez raison. C'est dommage parce que vous loupez café croissant payé par Lionel Rosso pour les auditeurs et auditrices. Il n'est pas là. Souvent, il est en Monts et Parvaux. Oui, c'est vrai. Je voyage. J'essaye de profiter un petit peu de la vie. Il s'est tapé 2 fois ou 3 fois le Maroc déjà. Exactement, c'est vrai. J'y suis allé 3 fois en un mois là.
Il m'a dit que j'ai eu notre ami Gérard Lanvin qui m'a dit que tu avais vu. Je t'ai parlé tout à l'heure. Exactement, c'est vrai. Exact. J'étais avec lui la semaine dernière. Il m'a dit Norbert, je l'ai ensemble. Il m'a fait un très bel hommage filmé pour la soirée du Tron. Alors la soirée du Tron, c'est quand justement? C'est toujours au Palais des Congrès. On a le temps en 7 novembre. 7 novembre, avec l'orchestre symphonique comme autour de l'œuvre des chansons de Jacques et des meilleurs films. Très bien. Je te fais une vidéo aussi, Jimmy, t'inquiète pas, Norbert. Je te fais ma vidéo pour Jacques Dutronc, t'inquiète. Avec grand plaisir. Très bien. Vous avez quelque chose à vendre, vous, Jimmy, aussi? Parce qu'on a parlé du JDD, du spectacle. Vous vendez peut-être votre 2 chevaux, votre 4L, non? Non, juste, je prépare ma vidéo pour Jacques Dutronc, d'hommage à Jacques Dutronc, donc je prépare ça de façon, je vais l'envoyer à Norbert. Très bien. Il passera lors du spectacle. Jérôme Papin, quelque chose à vendre? Vous pouvez parler du Stade Français encore une fois pour qui va très bien, vous inquiétez pas, le Stade Français qui reviendra. Qui sera en demi-finale d'ailleurs du top 14 à suivre en intégralité sur l'antenne de Sud Radio. Pas du tout. Ça vous fait plaisir. Ça vous fait plaisir. Si, ça vous fait plaisir. Ça vous fait plaisir de le préciser. Pas du tout. Mais allez-y, je vous en prie. Il ne serait de plaisir. Je crois qu'il y a le stade dans les demi-non. Mais ils reviennent dans le Stade Français. Ils étaient quand même dans le trou. Hein. Ils reviennent. Mais ils vont revenir. Votre sommaire sera le plus riche qui soit à partir de l'instant où nous avons déjà évoqué en amont le Stade Français. Le Stade Français a été prononcé, le nom du Stade Français est prononcé. Les demi-finales demain à partir de 18h, c'est à suivre donc sur l'antenne de Sud Radio. Et donc le programme ce soir, avant de marquer une courte pause et de se retrouver pour parler ensemble de foot jusqu'à 21h, la Coupe du Monde des clubs avec le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des Champions. Je vous Tavogo ce soir. La nuit prochaine à 3h du matin, effectivement, est-il désormais le plus grand club de football du monde? Parce que le PSG a écrasé l'Atlético, vous savez. Madrid, lors du premier match. De toute façon, il a écrasé, ils n'ont pas vu le ballon. On en parlera dans quelques instants. On évoquera aussi le Real Madrid qui a eu quelques difficultés contre le club saoudien. Est-ce que Xabi Alonso et Mbappé qui est à l'hôpital depuis ce soir. C'est vrai, il a la fièvre, Tocher. Non, il a une gastroentérite. Oui, mais ça peut provoquer la fièvre, vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que Xabi Alonso peut remonter le niveau de cette équipe du Real Madrid? On évoquera aussi l'Olympique de Marseille parce que nous avons le docteur SOM qui est là, le plus grand spécialiste français de l'Olympique de Marseille. J'ai nommé Jean-François Pérez qui va tout nous dire sur le mercato. D'ailleurs, l'Olympique de Marseille, ce sera un petit peu ce soir je t'aime à l'italienne. On passera l'extrait tout à l'heure, mon cher Maxime, notre réalisateur. On a préparé une petite surprise pour Jean-François Pérez qui chante aussi très bien. Merci. Et donc vous allez mimer tout à l'heure Frédéric François. Absolument. On parlera du mercato et puis on parlera également de Cherki qui a joué son premier match à la Coupe du Monde des clubs sous les couleurs de Manchester City. Il a été timide. On attendait un peu, attendons. Est-ce le Lamine Yamal français? On vous pose la question dans quelques instants. Ah oui, on pose des questions ici. Hein. Ah non, attendez, on relève le niveau. On va dire c'est le Yamal français, vous charrier. Voilà. Je t'aime à l'italienne. Ça, c'est le mercato de l'Olympique de Marseille parce qu'il y a un directeur sportif, c'est ça, qui est arrivé. Directeur général qui est arrivé d'Italie. L'entraîneur est italien. Benassia et Longoria ont travaillé en Italie. On a l'impression que le modèle italien. Benassia arrive d'Italie. Tous arrivent tous d'Italie. Tous, exactement. C'est pour ça que. On y va. Je t'aime à l'italienne. Oh, allez, go. Je t'aime à l'italienne. Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso. Et les vrais amis de Sud Radio et de But Football Club, du JDD, des stars du cinéma et d'Agora Manager et des anciens joueurs de Châteauroux et du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire Jimmy Algerino, Jean-François Pérez, Norbert Saada et Jérôme Papin. Tout le monde est là pour parler de ce PSG qui nous a impressionnés en Ligue des Champions, bien sûr, la finale. Il y a eu ensuite ce match contre l'Atlético Madrid dans cette Coupe du Monde des clubs, avec cette question que je pose. Et je vous la pose directement à vous, Jimmy Algerino, ancien joueur du PSG. Aujourd'hui, peut-on dire que le Paris Saint-Germain est le meilleur club de football du monde ? Bon, je dirais pas ça, je dirais peut-être le club qui joue le mieux au football en ce moment, oui, je pense. Il a raison. Ça, c'est une certitude. Après, le meilleur, parce que le meilleur, c'est qu'il gagne tout et tout le temps. Il faut patienter. Déjà, voir comment ça va se passer après le tour
les qualifications sur cette compétition, et puis aussi lors de cette finale contre Tottenham. Donc, mais en tout cas, oui, je confirme qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est l'équipe qui joue le mieux au football et donne beaucoup de plaisir à tous les passionnés et ceux qui aiment bien sûr le Paris Saint-Germain, mais qui aiment le football et le beau jeu. Pourquoi vous me faites une réponse de footballeur, Jimmy Algerino, avec un petit peu de langue de bois, plutôt que de dire qu'effectivement, ce Paris Saint-Germain est magnifique à New York, sur la 5e avenue, dans la boutique Nike, on ne parle que du PSG, le maillot est affiché, on se l'arrache partout dans le monde entier. Et le football est magnifique, avec le meilleur milieu de terrain du monde. C'est un rouleau compresseur, ce Paris Saint-Germain. Dites-le, reconnaissez-le, Jimmy Algerino, vous qui étiez à Munich en plus. Dites-le, Jimmy. Si vous voulez que je vous fasse une réponse de footballeur, je vous le ferai en jonglant, parce que les footballeurs, normalement, ça parle pas trop. Ça, on va laisser ça au... Mais il l'a dit, Jimmy, il l'a dit. C'est la star du cinéma. Mais après, je sais plus dans quel magazine j'ai vu ça. En fait, les Parisiens, les joueurs profitent des États-Unis pleinement, parce qu'en fait, ils sont pas connus là-bas. Donc la marque Paris Saint-Germain, effectivement, elle est connue, et je pense qu'ils se sont vraiment bien débrouillés, et le merchandising marche à plein pot aux États-Unis, mais les joueurs, en tout cas, je peux vous assurer qu'ils peuvent se balader tranquillement à Los Angeles ou ailleurs, parce qu'en fait, dans la rue, ils sont pas reconnus. Donc, mais bon, ça, on peut mettre au crédit du club et de Fabien Allègre et d'autres personnes qui travaillent aussi en dehors que sur le terrain et qui ont super bien travaillé et ont mené cette marque au niveau de ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà, là vous m'avez fait une belle réponse de consultant expert, brillant, comme d'habitude, mon cher Jimmy Algerino. Je vous félicite, merci d'être là et merci de votre présence. Oui, je sais que c'est Jean-François Pérez qui a fait votre carrière et à qui beaucoup lui doivent, Jean-François Pérez, moi le premier. Voilà pourquoi je vous cède la parole, mon cher Jean-François. Ce Paris Saint-Germain, alors, il y a évidemment le niveau de jeu, mais est-il désormais, grâce à cette victoire en Ligue des Champions, entré dans le club très fermé des grands clubs de la planète, côté du Real Madrid, du Barça et du Bayern Munich? Il manque encore 3 ou 4 ans pour le dire, mais ils sont sur le chemin, c'est incontestable. Le foot, on en a parlé, on va pas revenir dessus, c'est une machine à gagner qui est impressionnante, qui est parfois jouissive à voir jouer, vraiment. C'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire ces 6 derniers mois. Ensuite, ce qui est intéressant dans ce club, évidemment, il y a de l'argent, évidemment, les joueurs sont très bien payés, évidemment, etc. Il y a le Qatar, tout ça. Mais il faut avoir l'intelligence de construire. Et depuis des années, le PSG construit une marque globale, a eu l'intelligence de s'associer à Michael Jordan aux États-Unis, essaie de multiplier les activités, les associations, s'est emparé du e-sport. C'est un club qui va bien au-delà. En fait, c'est une marque désormais qui va bien au-delà du terrain de foot, même s'il a compris enfin que c'était ça le plus important et qu'il fallait avant tout construire une équipe pour construire le reste autour. Mais aujourd'hui, là, le PSG, c'est la nouvelle marque. C'est la marque qui monte, c'est la marque sexy. Vous avez vu sans doute dans Paris qu'il y a des maillots du Paris Saint-Germain à tous les coins de rue, ce qui évidemment n'était pas le cas il y a encore quelques mois. Il y a beaucoup de gens qui ont volé au secours de la victoire. C'est comme ça, c'est la vie. Il y a une popularité beaucoup plus importante avec cette victoire en Ligue des Champions. Il va falloir surfer dessus. C'est l'année la plus difficile qui s'annonce, parce qu'il va falloir confirmer, et vous le savez, le plus difficile, c'est pas d'arriver au sommet, c'est d'y rester. Mais je pense que ce club a construit suffisamment solide autour de lui pour arriver à cette prétention-là. Il a voulu être au niveau de Liverpool, du Real Madrid, du Bayern, etc. Il est en train d'y parvenir. Maintenant, il faut y rester. Au point qu'il y ait des maillots du Paris Saint-Germain à Marseille, Jean-François Pérez? C'est marginal. Oui, ça peut arriver parfois. À Marseille, dans rarement. Le microcosme marseillais, c'est rarement. Ça peut arriver. Oui, ça peut arriver rarement. Ceci étant dit, j'ai vu un maillot de l'OM cet après-midi dans Paris. Donc, oui. Moi, je suis d'accord. Il y a un maillot de l'OM à Paris. Ouais. Oui. Mais ça, c'était avant déjà. Non, il y en a encore. Il y en a encore. Ouais. Bien sûr. Norbert Saada, vous étiez en ligne d'ailleurs avec Daniel Echter, tout à l'heure, fondateur du Paris Saint-Germain, président historique. L'homme du maillot. Vous en pensez quoi? L'homme du maillot, bien sûr, avec... Hommage d'ailleurs rendu sur le prochain maillot qui est d'ailleurs déjà en vente. Il va vous en parler d'ailleurs. Quand il verra M. Pérez, il va en parler des problèmes du maillot. Oui, parce que à venir, on va faire une révélation ce soir. À venir, une interview de Daniel Echter dans le JDD très prochainement. Si M. Echter agrée, il n'y a aucun problème. Mais vous êtes avec Norbert Saada, vous plaisantez ou quoi?
Vous doutez quoi de Norbert Sada, de la volonté de Daniel Echter. Mais c'est la chose de Norbert Sada. Il fait ce qu'il veut de Daniel Echter. Si Daniel Echter doit venir maintenant, il viendra maintenant parce que Norbert va lui demander. Écoutez, on le salue et on le salue et on l'embrasse. Qu'en pensez-vous et qu'en pense-t-il lui de cette évolution et du statut du club aujourd'hui, Norbert? Il pense comme Monsieur Pérez, comme Jimmy, que c'est une machine de guerre et que ils sont quand même ils sont sur le toit du monde en ce moment. Ça durera 1 an ou 6 mois, on ne sait pas, parce que ils ont quand même beaucoup de matchs à jouer. Et déjà, ils n'ont pas fini la Coupe du Monde des Nations. Ils jouent Botafogo ce soir et quand même quelques clients. Donc déjà, ça va être difficile. Bon, on va pas trembler devant Botafogo quand même quand on s'appelle le avec PSG. Les joueurs qui sont là, c'est pas mal. Hein. Non, mais c'est des anciens joueurs de Ligue 1 qui étaient même pas titulaires. Non, il n'y a pas que ça. Il y a Jésus, il y a d'autres joueurs. Alors donc Jésus va marcher sur l'eau et sur le PSG ce soir. J'ai pas dit ça. J'ai dit ce soir, ça commence déjà à être un match plus compliqué. Voilà. D'accord, c'est plus compliqué que l'Atlético. Non, c'est pas le PSG qui va trembler ce soir, c'est Lyon qui va espérer que Botafogo gagne pour des raisons financières. Exactement. Pour permettre à Hegel Football Club de pouvoir derrière renflouer les caisses de l'Olympique Lyonnais. Juste par rapport à ce que disait Jean-François et Norbert sur le Paris Saint-Germain, il y a une chose qui est à noter. Au-delà du fait, ils ont remporté magistralement la finale de la Ligue des Champions. C'est l'équipe quasiment la plus jeune qui a remporté ça. Et même pas quasiment, c'est la plus jeune. C'est la plus jeune. Là où je mettrais juste un petit bémol par rapport aux propos de Jean-François, c'est que très certainement que ce n'est pas depuis des années qu'ils construisent. C'est Luis Enrique, ça c'est sûr. Depuis son arrivée, qui a construit il n'a pas dit l'équipe, ce qui est en train d'arriver. Là, l'équipe, c'est Enrique. Le club, juste par rapport à ça, le club, en fait, depuis des années et des années et des années, en fait, il a construit sans construire. Luis Enrique est arrivé, et lui, il a dit, voilà comment on va faire. Parce que, si on est très honnête, et ceux et celles qui nous écoutent, honnêtement, y a-t-il un joueur avec un nom internationalement connu ou reconnu? Je parle de manière globale. Donnarumma. Au PSG cette année? Oui. Donnarumma et Dembélé. Marquinhos. Non. Mettez Marquinhos. Non, Donnarumma et Dembélé. Exactement. Ouais. Avant, c'était Messi, c'était Neymar, c'était Mbappé. Non mais avant et encore avant, c'était avant la Coupe d'Europe, il n'y a même pas Donnarumma. C'était Beckham aussi. Il n'y a pas Donnarumma. Mais oui, mais Lionel, c'est exactement. Mais il joue avec un déambulateur. Qu'est-ce que je vous dis? Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que le descriptif final, c'est exactement ça. C'est que Luis Enrique, lui, il a dit, on va s'appuyer avec les jeunes, on va construire avec les jeunes. Désiré Doué, c'est le plus jeune. Et oui. C'est là le talent d'Enrique. Et oui. Et c'est là que c'est pour ça que c'est peut-être pas intelligent. C'est pour ça que c'est peut-être pas la meilleure équipe. Par contre, c'est le plus grand entraîneur. C'est pas la meilleure équipe, si c'est la meilleure équipe, bien sûr que si. C'est pour le moment, c'est le plus grand entraîneur. Ça l'est devenu. Mais c'est pas la meilleure équipe. Pour le moment, non. C'est qui la meilleure? Quelle serait la meilleure équipe alors? Jean-François l'a dit tout à l'heure et Norbert l'a confirmé, corroboré dans son propos. La meilleure équipe ou les meilleures équipes, c'est celles qui ont confirmé dans le temps. C'est pas 1 an, c'est pas 2 ans, c'est 3, 4 ou 5 saisons où vous marchez soit sur votre territoire national, vous marchez aussi sur le territoire européen. À l'époque, n'existait pas ce qui est en train de se construire actuellement, c'est-à-dire la Coupe du Monde des clubs. Mais c'est ça, une équipe qui marche sur l'eau, pour reprendre votre expression de Rhésus. Vous avez été touché par la grâce ce soir, Jérôme Papin. Je vous retrouve bien là. Il y a un nom qui inspire le football quand même. Mais c'est le cousin de Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre et Jean-Pierre d'ailleurs. On en parle assez rarement, mais il faut le savoir, ils sont de la même lignée. Alors ils jouent pas pareil au foot, mais en tout cas c'est. Moi c'est avec un ballon qui rebondit parfois. Il y en a un qui reprend le ballon de volley. Il est toujours entraîneur des jeunes à Marseille, Papin. Non, c'est fini complètement. Je crois qu'il est parti un peu fâché. Alors il n'est plus l'entraîneur de la réserve. Ils sont en train, il n'est pas exactement parti. Ils sont en train de réfléchir à une collaboration intelligente, on va dire, parce que c'est Jean-Pierre Papin qui a construit l'image de l'OM moderne. D'accord. Bah oui. Non, très bien. Tout va bien, Jimmy Algerino, avec vos chaussures? Vous allez les chausser dans quelques instants ou pas? Oui, mais par contre, moi, je voudrais juste répondre à et après on marque une pause. Oui. À Jérôme, parce que là, la question, il me semble, parce que c'est vrai que des fois, Lionel, vous pouvez être sur vos questions, vous pouvez nous perdre, parce que des fois, elles sont un peu longues. Je me permets de vous faire, comme c'est la dernière, je me permets de faire cette réflexion. Mais il était question de savoir si Paris était actuellement la
la meilleure équipe du monde. Absolument, d'accord ? c'est ça. Voilà. Donc, et c'est pour ça que je pense que Jeff et Norbert ont répondu oui, parce qu'actuellement, je pense que l'équipe du Paris Saint-Germain est la meilleure par rapport au jeu et ce qu'ils ont montré. Maintenant, est-ce que ça va devenir la meilleure équipe du monde parce que sur la durée, on espère. C'est à voir. Vous avez eu l'espère. le Real Madrid ces dernières années qui a gagné 3 Ligues des Champions d'affilée. Vous avez eu avant Barcelone, vous avez eu avant le Milan AC. Tout ça, ce sont l'Ajax d'Amsterdam. Vous avez vu des équipes, le Bayern Munich des années 70. Vous aviez des équipes qui étaient dominatrices sur des périodes. On a cru que Manchester City et Guardiola allaient prendre ce rôle-là. Ils ont raté la marche. Le PSG doit faire très attention à ça. Mais là où c'est bien joué dans la construction de l'effectif de la part de Luis Campos et des dirigeants parisiens, c'est qu'ils sont en effet ils sont allés chercher des joueurs qui ont 24-25 ans de moyenne d'âge. Et avec ça, ils peuvent construire. La moyenne de l'équipe, c'est 25 ans. Parce qu'il y a Marquinhos. Pour moi, ils ont 20 ans. Mais si, et l'autre atout du Paris Saint-Germain, majeur, XXL, c'est que le PSG peut garder ses joueurs. Vous avez 90% des clubs qui ne peuvent plus garder leurs joueurs aujourd'hui parce qu'ils n'ont plus suffisamment d'argent. Même le Bayern Munich, bien sûr, même le Bayern Munich n'arrive plus à garder ses grands talents. Vous avez vu où atterrit Florian Wirtz, le grand espoir du foot allemand, pour 140 millions à Liverpool, parce que la Première Ligue écrase tout de ce point de vue-là. Le PSG, le seul, peut-être avec le Real Madrid et Barcelone, à être au niveau des clubs de Première Ligue. Wirtz était le premier choix de Manchester City. Ouais. Il va à Liverpool et donc c'est Cherki. Il aurait dû aller au Bayern Munich. Un plan B qui va à Manchester City. Lionel, il aurait dû aller au Bayern Munich, Florian Wirtz, avant de partir en Angleterre, mais le Bayern ne peut plus s'aligner. C'est pas 147 millions, Cherki. Non, c'est vrai. Le même prix. Tout ça pour vous dire que, en fait, oui, c'est vrai. C'est pas très Cherki, 45 millions. Mais tout ça pour vous dire que le PSG fait partie de ces top 5 à l'heure actuelle qui lui permet de concevoir l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Avec une petite note qu'on ne parle jamais les gens, c'est que Enrique, il s'est quand même inspiré d'un des plus grands joueurs de l'histoire du football, qui était Cruyff. Parce que ce que fait Enrique, Cruyff l'a inventé à 30 ans. Hein. Oui. En fait, vous vous rejoignez avec les propos de Jérôme Papin, que j'ai particulièrement apprécié, quand il dit que Luis Enrique est le plus grand entraîneur du monde. Actuellement, sûrement. L'équipe ressemble en général à l'entraîneur, la manière dont il la modèle, dont il la façonne. On a 2 secondes et on a tout notre temps. Ah bah génial. Est-ce que vous vous souvenez, l'année dernière, quand Luis Enrique dit... Tout le monde se moque de lui, tout le monde rit, tout le monde dit il est fou ce mec. L'année prochaine. Sans Kylian Mbappé, on sera meilleur l'année prochaine. Et tout le monde dit sacré Luis Enrique. Même Mbappé, il faisait. Quelle tête de l'art ce type-là quand même et tout. Voilà, on va attendre qu'il se casse la gueule et tout. Voilà. Bah vous avez vu, le mec avait son idée, il n'en a pas dérogé. Toute la saison, même quand les attaquants n'arrivaient pas à cadrer une frappe, il disait vous allez voir. Il a fait progresser tous les joueurs. Il a fait progresser tous les joueurs parce que Dembélé, il n'a pas sorti. Il a toujours été. D'un seul coup, Dembélé, c'est un joueur fourri-classe, c'est quoi? C'est exceptionnel ce qu'il a fait. Parce qu'il y a eu aussi la fameuse mise à l'écart, mise sur le banc, parce qu'à un moment donné, Dembélé arrive en retard. Souvenez-vous, quand il était à Barcelone, où il y avait tous les problèmes, etc. Et Luis Enrique, il fait simple, c'est rapide, c'est efficace. T'es en retard. Alors, j'ai bien apprécié, j'arrive mon cher Jimmy Algerino, j'ai bien apprécié ce qu'a dit Jérôme Papin sur Luis Enrique, meilleur entraîneur du monde. Ça veut dire que l'entraîneur est très influent, comme souvent, sur les résultats d'une équipe. Quid du Real Madrid, alors, avec Xabi Alonso, Jimmy Algerino? Jimmy, je vais vous répondre, monsieur Lionel. Allez-y, mais d'abord, vous vouliez ajouter quelque chose sur Luis Enrique. Déjà par rapport à Luis Enrique, je pense que c'est aussi grâce au Paris Saint-Germain qu'il est devenu ce manager et ce coach. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes aujourd'hui en Europe qui ont un calme et une sérénité, que ce soit du président jusqu'au directeur sportif, jusqu'au manager. Il y a quand même pas mal de soucis, et au Paris Saint-Germain, il y en a eu. Là, aujourd'hui, depuis maintenant 2 ans, effectivement, ou du moins cette saison, je veux dire, tout est géré parfaitement. Ça veut dire chacun est à sa place et chacun décide par rapport à leurs prérogatives. Et ça, c'est très, très important. Et c'est peut-être pour ça aussi que Manchester... à un moment donné, comme le président, il a tout donné à Guardiola. Quand ça va pas ou quand Guardiola dérape un petit peu, il faut être capable d'intervenir et de bouger, ou pas obligatoirement de le changer, mais de faire évoluer les choses. Et là, c'est vrai que le Paris Saint-Germain, ils ont trouvé ces automatismes avec Campos, avec Nasser et d'autres personnes qui sont au club, dont on parle moins, mais ils ont cette lucidité et cette compétence qui leur permet aujourd'hui d'être là où ils sont, et puis surtout
surtout de laisser Luis Enrique pouvoir gérer son effectif et pouvoir s'exprimer pleinement. Ça, c'est ils ont joué quand même 2 matchs importants sans Dembélé. Oui. Et ils ont montré qu'ils étaient toujours là. Hein. Bien sûr. Et Dembélé sera sans doute préservé aussi la nuit prochaine parce qu'il ne faut pas prendre de risque avec ce joueur. En effet, vous avez entendu l'Algérino Touch sur l'analyse de Jimmy Algerino. J'aimerais que vous prolongiez l'exploit, mon cher Jimmy, sur Xabi Alonso et le Real Madrid parce qu'on a l'impression que ce n'est pas vraiment complémentaire. Vous voyez le style de jeu, la culture de Xabi Alonso et ce qu'est le Real, ce qu'a connu le Real ces dernières années avec Ancelotti et Zidane. Exactement, mais on parle de ça. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, si Pérez encore va lui obliger par rapport à Mbappé, par exemple, ou par rapport à Vinicius, j'en sais rien, mais de faire jouer ces joueurs-là. Et là, apparemment, il veut mettre Arda Güler, je crois, comme titulaire et comme joueur, on va dire numéro 1 de l'équipe. Mais est-ce que Pérez va l'accepter? Est-ce qu'à un moment donné, il ne va pas l'imposer, même si c'est Alfonso? Donc c'est là où aussi, aujourd'hui, le Real de Madrid a eu ces difficultés la saison dernière. Donc est-ce qu'ils vont arriver à gérer, à retrouver cet équilibre pour que Alonso puisse gérer comme il veut son effectif et s'exprimer pleinement? Parce qu'il ne faut pas oublier non plus, pour ceux qui connaissent le championnat, Jeff doit le savoir aussi, c'est qu'Alonso quand même, à Leverkusen et en Allemagne, il a une sacrée réputation. Et au niveau il avait terminé une saison invaincue, donc oui. Oui, mais il y a eu au niveau de la gestion de certains joueurs ou quoi, ça n'a pas été non plus hyper calme et hyper lucide toute la. Mais il faut quand même qu'il remplace Modric et d'autres joueurs, donc il y a quand même des joueurs à acheter. Parce que devant, il a tout ce qu'il faut, mais le reste, il manque des joueurs. C'est ça, la défense en question quand même. Il y a des chantiers pour Xabi Alonso, Jean-François Pérez. Il a un problème en défense, un problème en milieu de terrain. Absolument, Jean-François. Ce qui a fait évidemment briller le Real Madrid ces dernières années, c'est ses attaquants, c'est ses personnalités, c'est ses individualités. Le problème, c'est que je pense qu'on est entré, et le Paris Saint-Germain l'a montré cette saison, on est entré dans une autre période. On est entré, je pense, dans une période foot collectif. Avec des joueurs qui ne tirent pas forcément la couverture à eux, avec des joueurs qui acceptent le fait de se dépouiller à chaque match, de défendre, exactement, comme Dembélé le fait de façon incroyable avec le PSG ou Kvaratskhelia. Le Real n'est pas prêt à ça pour l'instant. Mbappé n'est pas prêt à ça. Il a fait des matchs là avec l'équipe de France qui étaient pas mal, puisque j'étais en Allemagne, j'ai vu ça et je note chez lui une espèce de petit changement d'attitude de ce point de vue-là. Mais il ne sera jamais Kvaratskhelia. Et il ne sera jamais le Dembélé du Paris Saint-Germain. Et il faut ensuite appliquer ça à Vinicius. Il faut appliquer ça. Vinicius défend plus que Mbappé. À Müller. Je veux dire par là que l'harmonie, l'ensemble de l'équipe qui doit jouer au diapason, parce que Xabi Alonso est un entraîneur qui réclame ça, le sacrifice collectif. Ce Real-là, je pense, pour l'instant, n'est pas prêt à ça. Et donc, je pense qu'on va se heurter chez lui dans la construction de son équipe. Certes, ça va jouer sans doute très bien, parce que techniquement, ils sont évidemment très au-dessus. Les achats en plus, non ? Et il va falloir qu'ils achètent. Oui. Il va falloir qu'ils achètent. Est-ce que c'est antinomique pour vous, Xabi Alonso et le Real Madrid? Ça ne semble pas naturel, Jérôme Papin. Alors, c'est complètement soit pas naturel, soit surnaturel. C'est-à-dire que, je m'explique, Xabi Alonso, puisqu'on a parlé avec Jimmy et Jean-François l'a confirmé, au Bayer Leverkusen, il jouait à 3 derrière, avec 2 énormes pistons. Le Real Madrid n'a jamais joué comme ça. Jamais. Et n'a pas, aujourd'hui, au moment où on se parle, l'effectif pour le faire. Exactement. L'autre chose à ajouter, et là, c'est pas des moindres, c'est qu'il va quand même falloir s'arranger devant, entre Vinicius, Mbappé, pour le moment, Rodrigo il est encore là. Bellingham. Il est encore là. Bellingham, bon, ça semble plutôt sur le départ. Là, il y a Alexander Arnold qui est arrivé, mais c'est pas sa recrue première. Mais il va falloir gérer tout ça. Et qui remplacera pour Modric ? Répondre à votre... Oui, Modric, effectivement, mais pour répondre à la question de Lionel directement, encore une fois, le jeu, le système de Xabi Alonso, c'est 3 derrière et 2 pistons énormes. Ça, c'est son modèle. C'est sa facture. Ok ? Aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure du PSG, Luis Enrique, pour arriver à mettre en place ce qui est son système, il lui a fallu 2 saisons. Et il a envoyé des joueurs. Hein. Oui, mais pour dire à ses dirigeants, voilà comment on va faire. Doué, je le veux. Là, comme ça, on va fonctionner. Colomboigny, je le veux pas. Exact. Mais c'est exactement ça. Aujourd'hui, je ne vois pas Xabi Alonso, tout Xabi Alonso qu'il est, parce qu'avec Luis Enrique, c'est une génération spirituellement, footballistiquement douée, qui a une intelligence incroyable. Mais allez dire là-bas à Florentino Pérez, cette fois, allez lui dire, je ne veux plus de Vinicius ou je ne veux plus de Mbappé,
être compliqué. Ça va pas se faire comme ça. Et encore une fois, je termine là-dessus, Jimmy pourra corriger, lui qui était défenseur grand de ce nom, quand tu as l'habitude de jouer à 3 derrière avec 2 pistons et que le Real n'a pas l'habitude de ça et que les supporters madrilènes ne veulent pas de ça, bonne chance et bon courage. Vous avez entendu Jimmy Algerino, je crois que Jérôme Papin veut un maillot floqué du numéro 17, parce que là, ce sont des compliments. Il l'aura peut-être. En tout cas, il en faut un défenseur, à part Caraval. Il leur faut un défenseur de devoir. Allez-y Jimmy, on conclut sur Xabi Alonso et le Real. Il a entièrement raison, parce qu'il ne faut pas oublier, par exemple, qu'un Courtois, qu'un Valverde, d'autres joueurs qui sont là, qui jouent comme ça depuis je ne sais pas combien d'années avec Ancelotti, tout ça, passé et changement Carvajal et tout. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ça va être compliqué. Là aujourd'hui, il n'y a qu'un club qui de toute façon est le pendant du Paris Saint-Germain, c'est Barcelone. Parce que Manchester City, c'est pareil. Il y a certains joueurs qui sont vieillissants. On disait tout à l'heure, aujourd'hui c'est un football collectif. Moi je ne vois pas à Manchester City 11 joueurs qui se dépouillent et qui défendent comme le font le Paris Saint-Germain et voire même au niveau de Barcelone. Donc aujourd'hui, Paris a vraiment là la possibilité, comme le Barça, de prendre de l'avance sur les autres équipes et aller truster les titres, parce que on en parlait, la finale aurait dû être Barcelone-Paris Saint-Germain, et donc on a peut-être la chance, et je l'espère, de voir ces deux équipes se rencontrer très souvent. Pour moi, par contre, je termine juste, il y a une équipe qui était capable de faire ça, mais avec des joueurs moindres, c'était l'Atalanta de Bergame. Ils avaient cet ADN, ils avaient cette structure, ils avaient cette tactique. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas les joueurs. Oui, ils avaient des joueurs moins forts. Et puis on oublie quand même un travail exceptionnel, parce qu'aucun de nous ne cite son nom. C'est l'entraîneur quand il était à Liverpool, on se demandait qui c'était. Jürgen Klopp ? Non, pas Klopp, qui a succédé à Klopp. Ah, Arne Slot. On dit, mais d'où il sort celui-là ? Il fait une saison invraisemblable. Il fait un super travail. Vous voyez, moi je me régale. Cette musique qui parle de ballon rond est extraordinaire sur l'antenne de Sud Radio. Et vous la sentez, cette odeur-là ? Vous la sentez ? Oui. Ça pue le foot. Sud Radio, 20h-21h, But Football Club. Oh, je t'aime à l'italienne. Oh, je t'aime à l'italienne. Jean-François Pérez sera en concert dans toute la France à partir de au lundi Macumba, prochain. je commence à tourner au Macumba à Cassis. Toutes les dates de Jean-François Pérez en tournée et en concert sur sudradio.fr. Jean-François Pérez, Norbert Saada, Jimmy Algerino et Jérôme Papin sont nos invités, nos experts ce soir. On passe un très bon moment autour du football. Là, c'est encore plus sérieux parce qu'on va parler de l'OM, Jean-François Pérez. Ouais. Et quand on parle de l'OM avec vous, c'est toujours très sérieux. Vous avez toujours les très bonnes informations, les dernières informations. Si on cite et qu'on écoute Frédéric François, c'est parce que cette équipe de l'OM est en train de devenir, de se modeler comme un club italien. Mais vous savez, les clubs italiens de l'époque, le Grand Milan AC, la grande Juventus Turin, qui nous faisaient rêver. Est-ce que c'est le cas ? Non. Moi, franchement, j'aimerais bien vous répondre oui, mais pourquoi non ? Je vois pas le rapport. Pourquoi non ? Non, je vois où vous voulez en venir. L'influence évidemment de l'Italie est omniprésente, comme on le disait il y a quelques minutes, et Pablo Longoria est imprégné de ça. Il a beaucoup pris à la Juventus et il a envie de construire quelque chose qui ressemble en termes de maîtrise tactique, de respect du jeu, et également aussi dans la façon de gérer les transferts, de choisir les agents, de jouer un peu le business avec ses joueurs prêtés, de faire monter des joueurs, le mécano du foot. Et cette culture italienne, ça résume un peu Pablo Longoria. Il a envie de construire un club comme ça. Il a trouvé, avec Mehdi Benatia, quelqu'un qui est capable de prendre la pression sur lui. Ce qui n'est pas facile à Marseille. Il y a énormément de gens qui ont explosé, qui a joué à la Juve, qui a été un grand latéral de la Juventus Turin, du Bayern Munich, qui est quelqu'un qui a une carrière remarquable de ce point de vue-là, un peu méconnu en France, et qui est marseillais. Je sais. Voilà. Ouais. Donc vous avez ce personnage-là. Et quand on se demande pourquoi mais Benatia a pris tant de place à l'Olympique de Marseille, il faut avoir tout ça bien en tête. Donc avec ça, on construit quelque chose, on construit un projet. Vous avez compris que depuis l'année dernière, Franck McCourt nous avait dit, vous m'avez dit, qu'il était là pour 3 ans. De ce point de vue-là. Ils ont 3 ans pour mettre ce projet-là en place. Tout le monde a un peu rigolé, ça marche pas. Roberto De Zerbi, il est facile, il est pas facile. Il y a eu des moments de crise l'année dernière. Je pense qu'il va falloir qu'il se tempère un peu s'il veut que l'OM aille plus loin. Parce que jouer le coup de la crise permanente, ça fatigue tout le monde. Rabiot a re-signé ce soir.
Alors Rabiot a obtenu du PSG 1,5 million et il a gagné par rapport au PSG. Ça a été requalifié en CDI, les sommes qu'il devait. Bon, on va pas entrer ce soir dans ce débat-là. Normalement, il reste à l'OM. Et Rabiot, c'est la base. Rabiot, c'est la fondation. C'est celui sur lequel l'équipe va se construire parce que Rabiot fait venir aussi des bons joueurs. Donc l'OM, là, est face à un défi. L'OM va battre son record d'abonnement, je peux vous le dire, cet été. Et va sans doute approcher, voire dépasser les 50 000 abonnés, ce qui est du jamais vu en France, parce qu'ils ont réussi à garder des tarifs à peu près corrects pour que tout le monde puisse continuer à venir au stade et voir la Ligue des Champions, puisqu'il y aura 4 matchs minimum à Marseille. Donc il va y avoir cette montée en puissance de l'OM. Il va falloir... en termes de mercato pur, renforcer la défense, qui a été l'énorme point faible de la saison passée. Mais l'Argentin, il reste, non ? Balerdi ? Non, il reste, non, il reste pas. C'est le but. Le problème de l'OM, c'est que l'OM doit vendre malgré tout, parce que Franck McCourt ne veut plus mettre de l'argent, c'est pas le PSG. Donc Luis Enrique est parti à l'Inter Milan pile comme il fallait vendre avant la fin du mois de juin. Ça a été le cas. Donc normalement le passage devant la DNCG, enfin il y a pas de problème, il y a plus de suspense. Mais l'OM doit continuer à vendre pour acheter malgré tout. Donc je pense qu'il y a quelques joueurs qui vont bouger. Balerdi peut partir. C'est dommage. À 30, 40 millions. Ah bah moi, c'est un garçon que j'adore, que j'ai vu progresser, qui a une mentalité extrêmement saine, qui a envie de s'inscrire en plus dans le projet de l'OM. Donc voilà, je vais pas vous faire la fin de l'émission avec ça. Mais vous avez, et comme dernier point de repère que je vous laisse sur ce thème-là, la première signature, on va dire le premier engagement a été Angel, on ne dit pas Angel puisqu'il est anglais, Gomes, l'ancien milieu de terrain de Lille, qui donne quand même le ton parce que c'est un joueur de foot, c'est un petit gabarit, technique, vif, un petit peu façon milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Donc voilà quelques pistes. Mais pas de joueur star. Il y a eu la rumeur Pogba qui va aller à Monaco, mais pendant longtemps ça a beaucoup discuté. Il y aura, je pense, une star. Et là j'ai vu ça, mais alors est-ce que c'est fiable? Non, il y aura, sur je pense, une star, Lionel. On a parlé de Neymar. Ah non. Non, pas possible ça, Neymar. Ça sert à quoi? Je sais pas, mais c'est une star. Ça sert à quoi? À vendre des maillots. Il est hyper fragile. Il faut d'abord qu'il revienne de sa blessure. Voilà, déjà. il est hyper fragile, il s'est blessé 15 fois. Ancelotti n'a pas appelé avec les Célestins. En termes de pur spectacle, évidemment que Neymar est imbattable, mais Neymar retrouvera-t-il un jour son niveau? C'est comme Pogba. Est-ce qu'il y a un intérêt à ce qu'il vienne à l'OM, Pogba? Évidemment, ça allume des petites étoiles dans les yeux, mais est-ce qu'il sera au niveau? Est-ce que vous savez, c'est dur quand même de jouer à l'OM, Lionel, vous le savez, quoi. Il faut arriver à supporter la pression. Moi, j'ai jamais porté le maillot de l'OM, Jean-François. C'est Vivo Marronier, hein, donc il faut être à fond tout le temps. C'est compliqué. Oui. Je pense qu'il y aura un grand joueur qui va venir. Peut-être pas une méga star, un top 10 du. Mais Greno dirait finalement. Normalement, oui. Ça, c'est des joueurs qui doivent rester pour la Ligue des Champions. Hein. Jimmy Algerino, qu'est-ce qui manque à l'Olympique de Marseille pour améliorer cette équipe en termes de joueurs de mercato, puisqu'on est en pleine période de mercato, selon vous? Moi déjà, comme disait Jeff, il y a beaucoup de normalement sur le fait de joueurs qui devraient rester, mais bon, il y a encore du doute. Pour moi, de toute façon, j'espère que l'OM ne se met pas en tête d'aller titiller le Paris Saint-Germain, que ça soit en championnat ou en Ligue des Champions. Moi, je pense que de toute façon, avec De Zerbi et tout le staff, je pense que de toute façon, ils vont être hyper pragmatiques. Ça va être solide, ça va jouer la gagne, ça va jouer. On l'a vu comme l'année dernière, ça va être des mauvais perdants parce que ils ne le conçoivent pas. Moi, ce que j'attends de l'OM, c'est surtout qu'il se renforce pour bien exister. Bien sûr dans le championnat parce que s'il y a une possibilité, mais surtout en Ligue des Champions. Ça veut dire qu'il fasse vraiment une belle saison comme a pu le faire Brest ou Lille et qu'il s'installe vraiment sur le haut du tableau en championnat et qui se retrouve peut-être dans les 8 premiers ou du moins dans les 16 qui permettra à l'OM de pouvoir, sur les années, Jeff parlait de 3 ans, pour pouvoir construire ce projet-là et peut-être pour l'année d'après, là faire venir des mégastars pour venir vraiment titiller et peut-être battre le Paris Saint-Germain en championnat et se retrouver dans les 8 ou dans le dernier carré d'ici 2 ans. Jimmy, vous vouliez poser une question à Jean-François Pérez tout à l'heure. Est-ce que c'était sur le sujet de l'OM ?
Oui, tout à fait. Allez-y, C'était alors. parce que bon, on en a parlé pas mal, mais bon, voilà, c'est un passionné, il connaît parfaitement le l'OM. Je voulais faire avoir son avis sur la victoire du Paris Saint-Germain à Ligue des Champions par rapport à. Non, mais non, On l'avait pas vu Non, venir celle-là. alors, On donc, l'avait pas vu Jimmy, venir c'est une celle-là. balle perdue, ça. C'est un tacle Non, glissé non. dans le dos de l'arbitre. Jimmy, Monsieur Papin Non. est écroulé derrière son micro de rire. Non, parce que son point J'attends. de vue m'intéresse, parce que effectivement, il y a cette passion pour l'OM et qui est justifiée avec tous les livres qu'il a écrits et sa connaissance. Mais ça m'intéresse aussi pour un vrai supporter de l'OM, voilà, qui a passé à la langue de bois, mais qui aussi qui réfléchit, comme l'a pu le faire aussi Karim et tout ça, de savoir comment il a ressenti que notre club, que Marseille, ait gagné la Ligue des Champions. Et en plus, c'est peut-être double peine ou pas pour Jean-François Pérez qui a couvert la finale pour le JDD. C'est-à-dire, il était à Munich et il était au plus près de la victoire du PSG. Alors, comment a réagi à la fois le journaliste que vous êtes, brillant journaliste évidemment, mais le Marseillais et connaisseur de l'OM, Jean-François Pérez? Déjà, j'espère que Jimmy a écouté l'émission depuis le début, parce que je pense m'être exprimé sur le niveau de jeu du Paris Saint-Germain et le plaisir que cette équipe a donné tout au long de ces 6 mois. En plus, j'ai vu plein de matchs de Ligue des Champions du PSG. Je les ai couverts au Parc des Princes et notamment, et un peu en déplacement aussi. Donc, en termes de football, j'ai rarement vu ça ces dernières années et je n'ai aucun mal à le dire, et au contraire. Et j'ai même écrit dans les colonnes du journal, mon cher Jimmy, le jour de la victoire, le lendemain de la victoire, que tout le football français devait applaudir le Paris Saint-Germain parce que 32 ans, c'était trop long. Le football français ne peut pas se permettre de gagner une Ligue des Champions tous les 32 ans. Donc quelque part, ça a fait du bien, ça va débloquer quelque chose. Le PSG doit donner l'exemple aux concurrents pour construire des effectifs, pour avoir des idées, pour aller chercher des joueurs pas évidents. Joao Neves, c'était pas évident. Vitinha, c'était pas évident. Pourquoi le PSG le fait et les autres ne le font pas? Pourquoi Pacho, c'est le PSG qui le fait et ce ne sont pas les autres? On peut bien travailler, on peut arriver à les titiller le PSG. Par contre, là où je ne suis pas d'accord avec Jimmy, c'est que l'OM doit les titiller le PSG, parce que le PSG sort d'une période d'euphorie extraordinaire. Les joueurs vont être fatigués, peut-être un peu démotivés. Mois d'août, mois de septembre, c'est là où il va falloir aller chercher des points pour l'OM, pour Monaco, pour essayer de faire des différences. Alors je vais vous céder la parole, Jimmy Algerino, dans un instant, mais je voudrais quand même entendre Jérôme Papin sur cette question. L'OM va-t-il pouvoir rivaliser comme on nous le promet chaque année avec le PSG la saison prochaine? On connaît la réponse. Sur tous les tableaux, non. Sur un tableau, oui. C'est-à-dire sur une compétition? Sur une compétition, sur un secteur choisi. C'est-à-dire, il y a plus que non, je sais. Non, c'est-à-dire Lionel, c'est-à-dire de ne pas faire. Là, c'est le propos de Jeff tout à l'heure qui m'a interloqué positivement quand il a dit il va falloir que De Zerbi se calme. C'est-à-dire quand De Zerbi dit à un moment donné, on n'est pas là pour jouer la deuxième place. Si, mon ami, t'es là pour le moment pour jouer la deuxième place. Et c'est déjà très bien de la jouer, la deuxième place. Il en de justesse. Par contre, tu vas pouvoir peut-être aller titiller. Et Jeff, tu viens de souligner quelque chose d'important. C'est le calendrier. Avec la Coupe du Monde des clubs, là, tous les clubs européens qui sont engagés là-bas, là, ils vont y laisser des plumes. Et il faudra, au mois d'août, il faudra au mois de septembre, être là, au rendez-vous, parce que là, il y a des points à jouer. Si je fais juste un parallèle par rapport au rugby, c'est comme en 2023 avec la Coupe du Monde. Le top 14 joué, les clubs, dont le Stade français, a profité de ça parce que les internationaux n'étaient pas dans ce club-là. Ils étaient plutôt du côté là où est Jimmy, c'est-à-dire à Toulouse. Et le Stade français a engrangé les points. Et ça a permis, à ce moment-là, de pouvoir te mettre à l'abri avec un nombre de points. Et pour terminer, juste une chose, pour dire à Jimmy par rapport à la question qu'il a posée à Jeff, je vais lui retourner. Comment ça s'est passé quand l'UBB a battu le Stade Toulousain en Coupe d'Europe? Ça a été pour toi ou pas? Moi, je suis pas rugby. Fanatique de rugby. Oui. Mais Jimmy, non, mais vrai sport. Alors, je vais me permettre de pouvoir d'essayer de répondre, parce que le niveau ce soir est quand même très élevé, bien sûr. Merci Jimmy. Merci. Norbert et avec Jeff. Donc je vais essayer de répondre. Moi, la même chose. Déjà, Lionel, quand vous parliez tout à l'heure que ça pue le foot, la réponse de Jeff par rapport à la question que je lui ai posée, moi voilà.
c'est ça. Voilà, on peut aimer, on peut adorer un club, on peut le supporter sans faille, et à un moment donné reconnaître que voilà que le football a besoin de ces titres pour faire avancer et pour faire aussi avancer l'OM pour pouvoir aller chercher peut-être dans je sais pas combien de temps peut-être un autre titre. C'est ça moi qui me plaît, et voilà, je remercie Jeff pour ses paroles parce que c'est sincère, et en plus de ça, le connaissant, ça m'étonne pas qu'il puisse parler comme ça. Après, moi, je disais que, bien sûr que l'OM peut aller titiller le Paris Saint-Germain, mais j'ai dit, mais le fait de ne pas s'armer particulièrement pour battre le Paris Saint-Germain. Moi, je pense que là, Marseille, par rapport aux dernières années, ils ont besoin de se structurer. Ils l'ont fait au niveau du staff. Et ça, c'est vrai que c'est très intéressant. Maintenant, il faut qu'ils le fassent au niveau de l'équipe. Et puis surtout qu'ils essaient de garder des joueurs, peut-être au moins 2 ans, pour pouvoir travailler et s'installer, ne serait-ce que, bien sûr, dans le championnat, comme le disait Norbert, la 2e place a été quand même ric-rac. Donc pour pouvoir s'assurer, ne serait-ce que la 2e place, voire peut-être la 1re place. Et puis surtout bien prétendre en Ligue des Champions, parce qu'on se rappelle des derniers passages en Ligue des Champions, et moi j'ai pas spécialement envie de voir les clubs français dont l'OM se vautrer sur les phases qualificatives. C'est pour ça que je disais juste s'armer par rapport à ça. Et pour répondre maintenant à Jérôme sur le Stade Toulousain et l'UBB, moi pareil, comme je trouve que c'est une très bonne chose, parce que de voir, moi je suis content pour le Stade Toulousain, mais de voir l'UBB comme La Rochelle, c'est rafraîchissant, et puis ça va donner aussi la possibilité au Stade Toulousain de se remettre en question, parce que c'est pas dit que l'UBB puisse faire qu'ils aient la possibilité de faire le doublé, parce qu'ils ont vraiment une belle équipe et ils sont vraiment avec Bru, un ancien Toulousain, sur une belle dynamique, et donc au Stade Toulousain de se remettre en question et d'aller chercher de nouveau l'UBB et essayer de devenir numéro 1 maintenant à l'avenir. Pour quelqu'un qui n'est pas trop rugby, vous en sortez pas trop mal, Jimmy Algerino. Est-ce que vous pensez, Norbert Saada, que la victoire du PSG peut galvaniser l'Olympique de Marseille la saison prochaine, en championnat mais aussi en Ligue des Champions? Sûrement, mais enfin moi je pense que le vrai problème du PSG, c'est de tenir le coup, parce qu'ils vont aller, s'ils vont jusqu'en finale, ils vont aller jusqu'en 15 juillet, ils vont pratiquement pas prendre de vacances. Après ils jouent Tottenham. 13 août. Après, ils ont le 13 août, après ils ont le championnat. Donc la chance de Marseille aujourd'hui, c'est d'aller fond la caisse dès le départ, parce que PSG va avoir du mal au début. Il va avoir un premier trimestre très difficile. Oui, mais ça veut dire, Jean-François Pérez, pour Marseille, engranger des points peut-être en début de saison, profiter de la fatigue du Paris Saint-Germain pour être repris après. Marseille et Monaco. Marseille-Monaco, bien sûr. Bien sûr. Et puis, il ne faut pas oublier Lille, Nice, avec qui, quand même, il y a une espèce de top 5, top 6 qui est plus Lyon, qui est en train de se dessiner en France. Pour le mieux, il va falloir que Rennes s'accroche et arrive à prendre ce bon wagon. Mais je pense qu'on a un bon championnat. Ça peut être passionnant. Je voulais juste dire que alors, je ne serai jamais dirigeant de l'Olympique de Marseille, mais si ça devait être le cas, je serais bien embêté, parce qu'il y a quand même dans tout ça un paradoxe terrible. C'est-à-dire que normalement, si vous voulez construire un club, en tout cas, moi, si je devais construire un club, je prendrais les choses étage par étage. Et je pense que l'Olympique de Marseille, au moment où on se parle, devrait viser la Ligue Europa. Le problème, c'est que la Ligue Europa, ça ne rapporte pas assez d'argent. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas, quand vous êtes l'Olympique de Marseille, avec les charges qui sont les vôtres, avec vos ambitions, avec un public, un stade de 70 000 places, vous êtes obligé de penser Ligue des Champions. Parce que ce sont les revenus qui vont faire que ce club est viable au moment où on se parle. Mais vous savez très bien que l'OM n'est pas en mesure pour l'instant de rivaliser avec les meilleures équipes d'Europe. Alors être reversé en Ligue Europa, faire les phases de poule de la Ligue des Champions et être reversé en Ligue Europa, on ne peut plus le faire. C'est fini ça. C'est terminé. Donc il y a ce paradoxe-là. Je pense que l'OM devrait aller chercher la Ligue Europa pour dépuceler, entre guillemets, son armoire à trophées qui est vierge depuis 14 ans, bientôt, 13 ans cette année, 14 ans l'année prochaine. Mais le problème, c'est que vous êtes obligé de passer par la Ligue des Champions. Et donc, du coup, c'est reparti pour une espèce de surenchère avec les joueurs de vedettes, de salaires, etc. Et vous vous mettez en danger. Hormis le PSG, n'oubliez pas que cette année, il va y avoir un vrai problème, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Voilà. Il n'y a pas, comme disait la Brune, 1 milliard, ni 800 millions, et même pas 400 millions. Ah oui, avec les droits télé. Il n'y a rien. Ouais. Donc les clubs, il y en a qui vont mourir, là. Il y en a qui vont mourir. Ouais, c'est le cas. Des clubs qui sont en délicatesse. Jérôme Papin. Par rapport à ce que dit, et je souscris complètement aux propos de Jean-François, il n'y a que la France quasiment pour penser que la Ligue Europa n'a pas de sens. C'est-à-dire que les autres clubs, les autres pays européens, et donc les clubs, ils la jouent.
Il la joue Sûr qu'il la vraiment. joue. Et les supporters sont contents. Ils sont contents d'aller au bout. Manchester United c'est démené comme pas possible pour sortir l'OL, malheureusement pour nous, le foot français. Mais c'est pas une Coupe d'Europe au rabais. Jérôme, l'OM la joue quand l'OM doit jouer la Ligue Europa. Mais le problème, c'est que financièrement, ce n'est plus intéressant. Mais c'est pour ça que tu as raison dans la construction de la maison. Voilà. Quand on construit une maison, on fait d'abord les fonds baptismaux. Voilà, on s'assure que déjà, le plancher, il va tenir. Avant de se dire, ok, on va faire une super salle de jeu au grenier, ça va être génial. Ouais, ok, sauf que ça, c'est l'histoire des 3 petits cochons. Ouais, c'est ça. Voilà. Pour terminer, il nous reste 6-7 minutes dans cette émission. Jimmy Algerino, vous avez sans doute entendu tout à l'heure délibérément Jean-François Pérez me railler quand j'ai parlé de Cherki et que j'ai osé le comparer à Lamine Yamal en disant que c'était le Lamine Yamal français. Titre, vous le savez, vous me connaissez, mon cher Jimmy, un peu provocateur pour faire de l'audience. D'ailleurs, notre émission cartonne. Vous le savez. Est-ce que vous allez prendre ma défense sur le terrain du football ou est-ce que vous allez vous ranger du côté de Jean-François Pérez uniquement par intérêt parce que vous lui êtes redevable? Non, mais il peut le devenir. Bon, il deviendra le Cherki tout simplement. Ça veut dire qu'il va faire son nom. Mais je pense qu'avec Pep Guardiola, en tout cas, il a la possibilité. Bon, même si je pense qu'il s'est un peu emballé avec l'histoire du derby contre Manchester United, qu'il allait les cramer. Enfin, bon, il y a eu une sortie. Mais je pense qu'il a vraiment l'étoffe quand on voit quand même le match qu'il fait avec l'équipe de France, quand on voit ses qualités, quand on voit aussi comment l'OL l'a fait progresser, surtout sur cette dernière saison. Donc moi, je mise quand même pas mal sur Cherki, parce que c'est un vrai joueur de ballon, c'est vraiment qui peut faire détonner un match et sur une passe, sur un dribble, et en plus de ça qui est très agréable à voir. Donc maintenant à lui de dépasser son niveau. Est-ce qu'il en est capable? Bon, mais voilà, je pense que c'est beaucoup de personnes se posent la question sur cette capacité que peut avoir Cherki. Je pose la question différemment, Norbert Saada. Quel est le joueur français aujourd'hui qui se rapproche le plus de Lamine Yamal, qui est le phénomène mondial du football? Il n'y a pas de c'est n'importe quoi de se rapproche d'un tel. C'est comme les gens qui disent c'est le nouveau Delon, c'est le nouveau machin, ça n'existe pas. Il y a des grands joueurs qui sont tels qu'ils sont. Il n'y a pas de joueur qui rappelle un tel ou un tel. Et puis là où je vais répondre à Jimmy, je crois que le premier problème de Cherki, ça va être le mental. Parce que vous connaissez très bien Guardiola, je l'ai vu dernièrement, vous faites pas 2-1 ou 2 bons matchs, il te met sur le banc pendant 2 matchs. Hein. Si tu tiens pas le coup moralement, tu es mal barré. Hein. Guardiola, c'est ça. Hein. L'efficacité avant tout. Alors il faut que maintenant, il s'arme il faut qu'il ait les nerfs d'acier, hein, Cherki. Est-ce qu'il a fait le bon choix, Cherki, en signant Manchester City? Par défaut, on le disait tout à l'heure. Faut pas oublier une chose, c'est que l'année dernière déjà, Pep Guardiola l'avait réclamé. Ça, c'était la première chose. Enrique le voulait aussi. Il a signé avec Enrique, il a refusé pour en Allemagne. Finalement, on va aller à Dortmund. Ça a coincé, pour des raisons que j'ignore à ce stade, mais ça a coincé. Et Enrique s'est fâché. In fine, il est resté à l'OL. Il a fait un bout de placard quand même, mais globalement, une quarantaine de matchs, il doit être à 12 buts, 20 passes décisives, quelque chose comme ça. Bon, il sort une stat plutôt correcte. Ce qui peut-être l'avantager si jamais on mettait les deux, Lamine Yamal et lui, sur la ligne de départ aujourd'hui, c'est que depuis la saison 2019, si je dis pas de bêtises, Ryan Cherki joue avec les professionnels. Donc, il a engrangé une forme d'expérience. Je parle sous le contrôle de Jimmy, en tous les cas, de connaissance de ce qu'est un vestiaire joueur professionnel. Laurent Blanc, quand il est passé à l'OL, avait demandé, et il n'a pas demandé de manière secrète, il l'avait dit dans la presse, en conférence de presse, il avait demandé à Ryan Cherki de simplifier son jeu. Parce que les deux, Lamine Yamal et Cherki, ce qui peut les rassembler et les assembler, c'est qu'ils aiment les dribbles, ils aiment quand ça fait olé, ils aiment quand ça fait les tours de rein aux défenseurs ou au milieu de terrain, mais il y a un moment donné, il y a l'efficacité. Et Norbert a raison, c'est qu'attention, là il bascule dans une autre sphère, et à Manchester, et notamment Pep Guardiola, lui ce qu'il veut, c'est de l'efficacité. Les olé, c'est pas pour eux. Et les Anglais, pour le coup, et terminer là-dessus, les supporters anglais, ce qu'ils veulent à la fin, c'est que ça gagne. Cherki peut-il basculer dans une autre dimension avec City, Jean-François Pérez, mais aussi avec l'équipe de France? Il a fait une entrée intéressante contre l'Espagne, incontestablement. Pour moi, c'est encore un super sub.
On dirait comme ça. Je suis pas persuadé qu'il ait 1h30 dans les jambes sur 30 ou 40 ou 50 matchs au moment où on se parle. Je pense que c'est un joueur à très fort potentiel. Je pense qu'il y a 2 chemins qui s'offrent à lui, même si le poste n'est pas tout à fait le même, quoique. C'est Benzema ou Ben Arfa. Est-ce qu'il a envie d'être Benzema? Est-ce qu'il a envie d'être Ben Arfa? Il va falloir... un troisième. Est-ce qu'il ne finirait pas comme Kamel Meriem? Ça serait. Alors, ça a été un beau footballeur, mais la carrière n'est pas tout à fait comparable, en effet. Tacle avec les 2 pieds. Non, mais tout ça pour dire qu'il va falloir que, et Norbert le disait, il va falloir que mentalement il se mette à niveau. Je pense que c'est un garçon qui est un peu nonchalant. J'aime beaucoup son discours sur le foot quand il dit qu'il est là pour les beaux gestes, pour donner du plaisir aux spectateurs. Évidemment que ça me touche, et évidemment que je suis prêt à payer ma place pour aller voir un joueur comme ça. Mais il va falloir qu'il soit au niveau tout le temps. Les Anglais, c'est pas des Italiens. Et le problème, mon cher Norbert, le problème à Manchester City, c'est qu'il va devoir faire oublier un certain Riyad Mahrez. Pas facile. Dont il pourrait se rapprocher. C'est un super dé. Oui, bien sûr, c'est à peu près le même poste, c'est à peu près le même profil. Je pense qu'il a plus de qualité que Mahrez, moi. S'il les exploite, il a plus de qualité que Mahrez. Pas facile. Donc évidemment, c'est un défi immense, mais c'est bien qu'il se le mette, ce défi. Voilà, on va voir de quel bois est fait Ryan Cherki dans les mois qui viennent. C'est le joueur français de demain, Ryan Cherki, Jimmy Algerino, le grand joueur de demain. Aujourd'hui, c'est Doué, je pense. Ouais, je suis d'accord. Le joueur. Mais bon, par contre, pour rebondir sur Cherki, moi je trouve qu'il a, effectivement, il y avait des carences sur le mental, voilà, sur son côté un petit peu nonchalant. Mais je trouve que là, en fait, il a toutes les armes, en fait. C'est qu'il a intégré enfin l'équipe de France avec Didier Deschamps en vue de la Coupe du Monde. Il se retrouve avec Pep Guardiola, un des meilleurs entraîneurs. C'est pas par hasard que Luis Enrique le voulait aussi. Et puis surtout avec normalement une belle saison qui doit attendre Manchester City après la saison ratée. Donc pour moi, effectivement, c'était encore un peu le gamin du centre de formation, quoi. Il était avec les espoirs. Donc voilà, il se sentait au-dessus, mais bon, ce qu'il proposait, c'était du niveau presque des U19. Alors que là, voilà, il est là où il doit être. Ça veut dire avec les seniors, avec les pros, avec l'équipe de France A et avec Manchester City. Et là, vous êtes où vous devez être, hein, c'est-à-dire tous ensemble, et je vous remercie, Jean-François Pérez, Norbert Saada, Jimmy Algerino et Jérôme Papin, sur l'antenne de Sud Radio, pour la dernière de cette émission. Merci de nous avoir accompagnés. Une pensée pour Bernard Lacombe aussi, qui nous a beaucoup accompagnés lorsqu'on appartient à notre génération. Bien sûr. Talent et discrétion, je veux dire. Absolument. Et quelle puis, discrétion, meilleur buteur français. Un joueur d'une discrétion dans la vie. Qui a fait mieux que lui. Meilleur buteur du championnat de France, absolument. Voilà, meilleur buteur du championnat de France. Ancien lyonnais, stéphanois et bordelais. Salut les amis, on vous embrasse très fort. Et dans un instant, c'est Jacques Pessy sur Sud Radio. Bonne soirée. Il va bien, à bientôt. Jacques va bien. Il va bien.